Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook, tous ces comptes d'Oxfam France pour parler pendant 3 heures d'égalité femmes-hommes, de féminisme en France, en Europe et à travers le monde. Pour cette première partie de soirée, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour parler avec moi et discuter droits des femmes en France, Anne-Cécile Mayfair. Bonsoir Anne-Cécile. Anne-Cécile, tu es la présidente de la Fondation des femmes. Que dire de plus? C'est déjà énorme. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Avec plaisir. Pour discuter avec toi, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Cécile Duflot. Bonsoir Cécile, tu es la directrice générale d'Oxfam France. C'est ça. Et enfin, en duplex et en direct depuis Nairobi, nous avons aussi le plaisir d'être rejoints par Fatih Nzi Hassan. Bonsoir Fatih. Bonsoir. C'est un plaisir Bonsoir, de te recevoir merci. pour parler avec nous. On va pouvoir, grâce à toi, avoir une perspective sur ce qui se passe en Afrique. On va pouvoir parler féminisme en Afrique, puisque tu es à la tête d'Oxfam Africa. Et c'est un plaisir que tu sois parmi nous ce soir. Merci beaucoup. On va débuter peut-être cette table ronde, cette discussion par le travail d'Oxfam. Moi, j'avais envie de savoir quelle était la perspective, quelle était l'approche d'Oxfam France, notamment en matière de droits des femmes. Alors Oxfam France fait partie de la grande famille Oxfam International et j'en profite pour faire une bise à distance à Fatih, que je remercie beaucoup d'être avec nous ce soir, qui a au cœur de son combat la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités. Et parmi les inégalités, cette inégalité multimillénaire contre laquelle on se bat et qu'on espère faire régresser, qui est l'inégalité entre les femmes et les hommes. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que sur tous les sujets sur lesquels on travaille, les inégalités économiques, les inégalités face au logement, les inégalités même face aux catastrophes naturelles, eh bien, être une femme nous place toujours en situation de vivre les inégalités encore plus durement. On est plus pauvre quand on est pauvre et qu'on est une femme. On est plus en difficulté face à l'accès à la propriété quand on est une femme, même si les femmes sont majoritairement des agricultrices, enfin sont au sein de ceux qui travaillent la terre. Ce sont majoritairement des femmes, elles ont beaucoup moins accès à la propriété que les hommes, elles ont moins la capacité de pouvoir se projeter dans la durée et je pourrais multiplier les exemples. Donc notre combat principal, c'est de compter, c'est-à-dire d'analyser l'ensemble des inégalités au prisme du genre, de regarder qu'est-ce qui se passe pour les hommes et qu'est-ce qui se passe pour les femmes de manière séparée. Parce que comme ça, on fait apparaître les différences. Et évidemment, on fait aussi apparaître les différences sur les inégalités de rémunération, par exemple, que ce soit au même niveau de diplôme et d'expérience et au même poste dans une entreprise, mais aussi plus généralement entre les femmes et les hommes de manière globale. Est-ce que l'on pourrait résumer ça en disant que finalement Oxfam a une approche genrée de l'analyse des inégalités dans tous les domaines? Exactement, on peut résumer ça comme ça. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que ça signifie une approche genrée, c'est essayer de regarder ce qui se passe pour les hommes et pour les femmes, parce qu'en fait cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle se multiplie et parfois elle accroît les inégalités. Et si on ne s'attaque pas quand on veut apporter des solutions à cette inégalité-là, eh ben, on passe à côté d'une partie du problème, parce qu'il faut réparer cette inégalité et considérer que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe, en tout cas c'est ce qui transcende tous nos combats. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions concrètes menées par Oxfam France dans le domaine des droits des femmes, par exemple? Alors, nous, notre action, parce qu'on travaille, et je suis très heureuse qu'Anne-Cécile Mayfair soit avec nous ce soir, on est surtout soutien des organisations féministes. Il y a des organisations dont l'engagement est prioritairement cet engagement-là. Et donc, nous, on travaille aux côtés de ces organisations, en partenariat. On a déjà mené des actions en commun à plusieurs moments. Mais nous, notre action plus particulière, c'est de travailler sur la question des inégalités économiques, parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là, au sein des entreprises, au sein des grandes entreprises. L'effet que ça a, les inégalités femmes-hommes, dans
les inégalités en général. Donc on a tout un travail de documentation justement pour qu'on puisse apporter des réponses. C'est pour ça qu'on défend par exemple qu'il y ait un changement de gouvernance dans les entreprises avec l'accès aux salariés, mais surtout avec une véritable parité, parce qu'on se rend compte que même quand il y a des femmes, c'est pas suffisant pour pouvoir faire avancer les droits des femmes, mais sans les femmes, c'est encore moins facile. Donc on a besoin de mener de front ces deux combats-là. Et puis après, on travaille aussi beaucoup avec nos collègues ailleurs dans le monde, parce qu'Oxfam France est, je l'ai dit, membre d'une famille qui est présente dans 90 pays, où on a beaucoup de projets qui se font pas seulement pour les femmes, mais avec les femmes, avec des communautés de femmes, que ce soit dans des projets d'agroécologie, que ce soit dans des projets de prise de place dans l'expression publique de leur communauté, que ce soit dans des projets de soutien aux organisations féministes. On a un grand projet avec d'autres organisations françaises de soutien à des dizaines d'organisations féministes dans beaucoup de pays, qu'on appelle Féministes en Action. Donc le nom le dit, c'est-à-dire de soutien aux organisations féministes sur le terrain pour les aider à mener les actions qu'elles pensent justes, parce que ce sont les femmes qui savent le mieux, et les féministes, les actions qu'elles doivent mener sur le terrain. Super, merci beaucoup. Vous allez publier demain, quand je dis vous, c'est Oxfam France, vous allez publier demain un rapport sur l'état des droits des femmes en Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dresser peut-être un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en France avec le regard d'Oxfam France par rapport aux droits des femmes ? Alors justement, on s'est dit que une année d'élection européenne, c'était intéressant de regarder ce qui se passe en Europe. Et l'Europe, c'est un continent qui, par rapport à d'autres territoires dans le monde, est plutôt en meilleure situation. Ça veut dire, par exemple, qu'au vu de la manière dont les choses avancent, on atteindrait l'égalité entre les femmes et l'Europe en 2082. 2082, c'est dans très longtemps, et c'est très loin, et c'est pas maintenant, et on doit pouvoir accélérer ce rythme, mais par rapport à l'Asie du Sud-Est, où avec la même analyse, on est en 2219, on est un peu mieux. Donc c'est pas satisfaisant, mais il y a quelques éléments positifs. Il y a eu, lors de ces 5 dernières années de mandat de député européen, un certain nombre d'avancées. Le sujet, c'est la manière dont ces avancées sont transcrites dans notre droit français, et en même temps, je le dis, au lendemain d'un événement dont on va parler, qui est quand même un événement qui est à la fois réel, l'entrée de l'IVG dans la Constitution, mais qui, vis-à-vis de tous les pays ailleurs et de toutes les féministes qui se battent simplement pour la légalisation de l'IVG, est un élément très important. Donc, sur ce sujet-là, on donne un signal. Sur d'autres, que ce soit les inégalités économiques, que ce soit la lutte contre les violences, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et ce qu'on montre dans ce rapport, c'est qu'il y a eu quelques progrès, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bah justement, ça me donne une transition toute faite pour donner la parole à Anne-Cécile. Je rappelle juste pour celles et ceux qui nous regardent en live que vous pouvez interagir en nous envoyant vos questions. N'hésitez pas, nous prendrons le temps à l'issue de nos discussions pour pouvoir poser les questions à nos intervenantes. N'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup. Anne-Cécile, on parlait justement de l'état des lieux, la situation des droits des femmes en France. Toi, c'est quelque chose que tu regardes au quotidien, avec, disons, les manches bien retroussées, puisque tu es une féministe d'action et de terrain, et on le sait. On sait que la Fondation des femmes œuvre énormément depuis maintenant presque une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. On a 8 ans aujourd'hui. 8 ans aujourd'hui. Ah, oui, génial. Et bah, joyeux anniversaire. Excellent. Est-ce que tu partages le constat qui vient d'être fait par Cécile sur l'état des lieux des droits des femmes en France ? Oui, il reste évidemment énormément de choses à faire. Et après, moi, ça dépend comment je me lève le matin, quoi. Est-ce que je me lève très optimiste ? Et là, franchement, aujourd'hui, je suis plutôt... j'ai la patate, hein, vu ce qui s'est passé hier. Ou est-ce que je veux voir le verre à moitié plein ? Si on veut quand même être optimiste, parce que c'est quand même important d'avoir cette énergie-là, on peut quand même voir que des choses ont progressé. L'inscription de l'IVG dans la Constitution hier en est un des marqueurs, un marqueur du fait qu'aujourd'hui, en France, en réalité, le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, le sujet de la liberté des femmes sont des sujets qui sont extrêmement porteurs, qui sont porteurs déjà et avant tout dans la société. Et donc politiquement, pour le moment en tout cas, c'est pas très bankable, on va dire, de s'opposer frontalement à ça. Et c'est pas tout le temps comme ça dans tous les pays.
Donc c'est quand même quelque chose qu'on a gagné et qu'on maintient et qu'il faut continuer à maintenir. La population a progressé sur ce sujet-là, grâce en particulier évidemment au mouvement MeToo, qui a permis, grâce à tous les témoignages de toutes ces femmes et qui ne cessent d'ailleurs de témoigner avec Judith Godrèche, qui montre à quel point les différences de pouvoir entre femmes et hommes existent et à quel point ça a des conséquences sur la vie des femmes, puisque par exemple, ça amène les femmes à être victimes de violences sexuelles. Et ensuite, il y a tout le sujet. Donc je pense que la population a vraiment ouvert les yeux sur ces sujets-là. Par contre, institutionnellement, là, on est encore d'ailleurs très en retard de nos voisins et de nos voisines, parce que en réalité, dans la pratique, dans nos institutions, dans les changements qu'on aurait pu imaginer au vu de ces prises de conscience sociétales, on est encore loin d'avoir des politiques publiques qui révolutionnent la manière d'appréhender, par exemple, les violences. Quand tu parles de nos voisins et nos voisines, j'imagine notamment que tu fais référence à l'Espagne. Est-ce que tu peux donner des exemples de ce que l'Espagne a mis en place et ce que la France pourrait mettre en place aujourd'hui pour lutter de manière plutôt efficace contre les violences, par exemple ? Alors sur l'Espagne, bon déjà il y a un sujet, c'est vrai que c'est un peu mon dada et le dada de la Fondation des femmes, puisque c'est la raison pour laquelle on s'est créé, c'est vraiment le sujet des moyens. C'est-à-dire la France, c'est des beaux discours, mais alors quand il faut mettre la main au portefeuille pour financer ces politiques, ça c'est un gros sujet qui est différent. En Espagne, quand il y a plus de 10 ans maintenant, ils ont même plus de 20 ans, ils ont décidé d'œuvrer sur le sujet des violences faites aux femmes. Ils ont à la fois fait des lois et ils ont évidemment octroyé un budget conséquent pour ça, et on voit qu'en France ça fait partie des choses qui sont très difficiles, mais c'est clé dans le sens où c'est aussi ça qui va permettre aux mesures d'être efficaces sur le long terme, on a pu le voir aussi en allant aux États-Unis, qui est un pays qui n'est pas du tout parfait, hein, mais pour autant, en réalité, sur le sujet des violences sexuelles, par exemple, on voit qu'il y a des tas de dispositifs qui existent là-bas, qui m'ont pas l'air très compliqués et qui ne sont même pas dans l'imaginaire en France. Donc quand on ouvre un petit peu les yeux, par exemple en Belgique, autre pays qui est juste à côté de chez nous, il y a des centres d'accueil pour les personnes victimes de viol qui sont extrêmement intéressants, où en fait, si on est victime de violences sexuelles, de viol, on peut aller dans cet endroit-là et il y a tout sur place, y compris l'unité médico-judiciaire, y compris donc pour faire les prélèvements, pour porter plainte, une approche de guichet unique, pour toutes les victimes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment demandé par le collectif féministe contre le viol. Bref, il y a des tas de choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas du tout en France. Donc à nouveau, en France, il y a souvent des beaux discours, il y a comme on l'a vu d'ailleurs hier, hein, quand il s'agit d'affirmer des principes, c'est pas si simple, parce que ça n'a pas été simple d'avoir l'IVG dans la Constitution. C'est pas si simple, mais on peut y arriver. Par contre, quand on demande à ce que derrière, il y ait des politiques qui vraiment changent la donne, là, c'est plus difficile. En effet, je profite justement de cette fin que tu reviens sur l'IVG dans la Constitution qui a été donc votée en Congrès hier. Ça a été quand même un mouvement très fort, c'est-à-dire une action collective de la part des associations féministes qui ont œuvré et qui ont fait tout le plaidoyer nécessaire et la sensibilisation nécessaire auprès des élus, mais qui ont aussi travaillé main dans la main avec des élus. C'était quand même un moment quand même assez fort et des années de travail, des mois et des mois de travail. Est-ce que tu penses que c'est, au-delà de l'apport symbolique très fort et du message qui est envoyé au monde entier, et on fera intervenir d'ailleurs Fatih là-dessus, puisque ça m'intéresse d'avoir aussi son point de vue et son regard extérieur, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a contribué à la structuration du mouvement féministe ? À la structuration du mouvement féministe, je pense que, en tout cas, moi, j'ai vécu cette phase comme effectivement une période de grande concorde entre plusieurs associations et avec les députés. Et du coup, ça montre à quel point il est quand même important de savoir sur des enjeux stratégiques se réunir et œuvrer ensemble et main dans la main avec les parlementaires.
Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, et d'ailleurs le mérite en revient en grande partie au planning familial, les liens qui ont été noués avec les parlementaires, la relation suivie pendant plus d'1 an et demi, avec des déjeuners, avec des rendez-vous, avec des actions, on met des foulards verts, on fait des tas de trucs, ça a vraiment permis de maintenir les parlementaires alertes sur ce sujet. Et on leur a dit, voilà, ne lâchez pas, on est là, on le veut, ne lâchez pas. Et donc ça a vraiment ce lien avec les parlementaires que les associations féministes n'ont pas vraiment l'habitude de faire tout à fait. Nous, à la Fondation des femmes, ça fait partie des choses qu'on fait, mais dans le milieu féministe, les actions classiques, ça va être plutôt, et c'est très important aussi, mais les manifestations, les pétitions, et on s'attend à ce que les parlementaires comprennent tout ce qu'on veut et sachent comment et où agir pour transformer en proposition et en loi ce que nous souhaitons dans la rue. Et là, avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on a peut-être basculé vers effectivement un plaidoyer en fait peut-être un peu plus structuré, un peu plus professionnel entre guillemets, dans le sens où les associations féministes, il y a très peu de professionnels, de personnes payées, et on le voit dans d'autres organisations, peut-être comme Oxfam. Vous avez peut-être plus l'habitude d'être en lien avec les parlementaires, de les nourrir, de leur envoyer des argumentaires, de leur envoyer des plaidoyers. Pour les associations féministes, c'est beaucoup plus rare. Et en tout cas, là, ça a été le cas. Elles ont œuvré vraiment... ensemble, on était un petit groupe d'associations féministes où on s'entendait très bien, on était vraiment très alignés et très en lien avec les parlementaires. En effet, c'est justement, je voulais peut-être revenir là-dessus avant de repasser la parole à Cécile. Toi qui, du coup, fêtes les 8 ans de la Fondation des femmes aujourd'hui, joyeux anniversaire à la Fondation des femmes. N'oubliez pas d'aller les soutenir, les suivre, et bien évidemment sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je voulais te poser la question de voir si, à travers ces 8 ans, de travail, de plaidoyer, etc. Est-ce que tu as aujourd'hui le sentiment que l'un des aboutissements, en tout cas de tout ce travail de long terme, c'est qu'aujourd'hui vous avez de véritables relais au sein du Parlement, typiquement avec les sénatrices, les députés avec lesquels vous avez pu travailler, notamment sur la question de l'IVG dans la Constitution? Oui, on a des relais. Après, ça change. En fait, le renouvellement des Sénats fait qu'on peut perdre des alliés. Le renouvellement d'une Assemblée nationale aussi peut faire qu'on peut perdre des alliés. Donc, c'est jamais... c'est un peu c'est comme ça, c'est la démocratie, c'est très bien. Mais du coup, c'est pas parce que... C'est pas un aboutissement au bout de 8 ans, je veux dire. C'est un peu un travail constant parce que le personnel politique change et c'est tant mieux. Non, je dirais que l'aboutissement au bout de 8 ans de la Fondation des femmes, c'est plutôt... c'est aussi notre ancrage dans le secteur associatif, nos liens avec toutes les associations féministes françaises, avec d'autres structures comme Oxfam par exemple, le fait qu'on peut donc nous aussi publier des études, pouvoir démontrer qu'il y a des problèmes dans la société, pouvoir proposer des propositions, et puis le caractère un peu unique de la Fondation des femmes dans le milieu féministe, c'est que nous on lève des fonds. Donc n'importe qui peut faire un don à la Fondation des femmes et on va le reverser aux associations. Et en 8 ans, on a reversé 10 millions d'euros. Et cet argent-là, il a pu servir aussi à financer des plaidoyers et donc à aider le milieu féministe à se structurer et peut-être effectivement aider le milieu féministe à entrer dans une phase où on est plus en capacité, parce qu'on a un peu plus les moyens, de faire du plaidoyer comme des grosses ONG, comme Oxfam, qui est une grosse ONG, alors que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir ces tactiques-là qui sont très efficaces, vraiment très efficaces, parce que jusqu'à présent, dans le secteur féministe, on n'en avait pas les moyens. Typiquement, là, sur ce que Anne-Cécile était en train de dire, Cécile, tous ces moyens de plaidoyer, tous ces outils, puisqu'en fait, ce sont des outils, est-ce que ça, c'est des choses que Oxfam peut apporter en soutien aux associations féministes? Est-ce que c'est... Parce que tu parlais des moyens qui sont mis en œuvre pour soutenir les actions des associations féministes sur le terrain. Est-ce que les actions de plaidoyer, c'est quelque chose que vous pouvez aussi impulser, soutenir et développer avec les assos féministes? Alors, oui, c'est vrai qu'Oxfam, alors on est gros à l'échelle internationale, c'est vrai, parce que Oxfam est aussi une organisation qui a, pour sa première existence, plus de 80 ans. Oxfam est né en Grande-Bretagne en 1942, donc on a 10 fois plus que la Fondation des femmes, du coup. Et en France, on a plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'on est né
avec une mission de plaidoyer. C'est vraiment une des activités importantes qui va de pair avec le fait d'avoir des actions sur le terrain, que ce soit des actions de soutien aux organisations féministes, je le disais, aux collectivités, aux communautés locales, mais aussi d'être là, puisqu'il y a tout un volet d'action humanitaire chez Oxfam de longue date, et de continuer à avoir cette mission pour offrir des droits aux personnes en situation de crise. Je pense en particulier aux populations de Gaza en ce moment, pour lesquelles on est très mobilisé avec vraiment le cœur serré absolument à chaque instant. Mais on a déjà travaillé avec la Fondation des femmes, notamment au moment c'était il y a 2 ans, 3 ans, le sommet à Paris. Voilà. Génération Égalité, le forum Génération Égalité, où on s'est dit, nous, on a les moyens pour pouvoir organiser un événement au service d'un combat commun, mais aussi de mise en lumière des organisations qui ont à la fois moins l'habitude, mais maintenant la Fondation des femmes, Anne-Cécile est modeste et commence à devenir un peu gros aussi, parce que le Trocadéro. Voilà, parce que le Trocadéro, hier, on a toutes vécu un moment extrêmement émouvant à regarder le congrès tout ensemble, venus d'un peu partout, et moi, je l'ai vécu vraiment de façon à la fois, évidemment, comme membre d'une organisation engagée sur ces sujets, mais aussi comme femme tout simplement, et comme une femme de 48 ans, c'est-à-dire qui a vécu des moments positifs et puis aussi des moments plus compliqués, parce que l'histoire des droits des femmes, c'est une histoire avec des moments où ça avance et puis des moments où ça stagne. Pour l'instant, en France, heureusement, ça recule pas. Voilà, donc c'est forcément très émouvant. Et oui, en tout cas, nous, on se revendique comme une organisation féministe, on l'est. On utilise et on travaille sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais on sait qu'il y a des organisations qui sont des amis, qui sont en pointe encore plus que nous. Il y a des sujets sur lesquels on est beaucoup moins spécialiste, et ce sont elles qu'on a vocation à soutenir, y compris de manière très concrète sur un certain nombre de sujets. Nous, tu vois, on va puiser, par exemple, dans les ressources d'Oxfam quand on a besoin de travailler sur certains sujets sur lesquels, en fait, c'est une sorte de... on se nourrit, en fait. Oui, par exemple, quand Oxfam travaille sur l'agriculture, en fait, nous, ça nous aide aussi, parce que quand on réfléchit à l'agroféminisme, à l'écoféminisme et à l'écoféminisme aussi, à ce qui peut se passer pour les agricultrices, et ben en fait, typiquement, moi je vais chercher et je tombe sur Oxfam, le rapport d'Oxfam, et donc je me plonge dedans et je m'en nourris pour imaginer aussi, pour comprendre les choses, imaginer le projet. Donc on n'est jamais trop nombreuses pour faire tous les constats qu'on doit faire sur la situation, pour réfléchir, pour proposer, pour lutter, pour œuvrer ensemble. Tout à l'heure, Cécile le disait, c'est quand même des millénaires de domination. Du coup, voilà, faut qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a du boulot. Et puis il faut qu'on aille vite, faut pas traîner quoi. Parce qu'effectivement, les millénaires ont laissé des traces. Donc Anne-Cécile fait référence à notre rapport sur les femmes dans l'agriculture, qui est en ligne et qui est gratuit, qu'on peut... et on va en parler en deuxième séquence. On avait aussi, il y a quelques années, un rapport sur les femmes travailleuses pauvres, qui est un sujet un peu invisibilisé, dont on a parlé d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, donc c'était après notre rapport, et puis évidemment pendant le Covid, parce qu'on a vu qui étaient ces femmes et quel rôle elles avaient. Mais donc on essaye, nous, de mettre en lumière des sujets qui touchent aux questions de genre et aux questions d'inégalité, qui sont un peu mal documentés. Et d'ailleurs, dans notre rapport qui va sortir sur les questions européennes, on demande à ce que la politique agricole commune soit étudiée au prisme du genre, parce que pour l'instant, il y a très peu de données. Et on est assez sûr que si on regarde de manière un peu plus fine, on verra que c'est une politique qui est en faveur des plus gros. Et les plus gros aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture, ce sont très majoritairement des hommes. Donc on essaye de voir ces coins aveugles pour essayer de les creuser. D'ailleurs, sur le rapport femmes et agriculture, la présidente à l'époque, c'était une présidente à la FNSEA. On a parfois des gros débats, parce que nous, on défend une vision très écologiste de l'agriculture, donc on n'est pas toujours d'accord. Mais sur ce sujet-là, on a eu beaucoup de convergences, parce qu'elle nous a aussi donné des exemples qui montraient qu'il y a un chemin de lutte contre les inégalités femmes-hommes dans l'agriculture qui est absolument nécessaire.
Oui, effectivement. Et on va en parler, je précise juste, sur la deuxième table ronde. On va parler justement, on va parler des relations entre femmes et climat. Et on parlera effectivement de ce rapport. Si mes souvenirs sont bons, c'est les inégalités sont dans le pré ou quelque chose comme ça. Enfin bon, vous On êtes quand aime même bien très les très petits- fort on en aime bien titre. les jeux de mots dans les titres. Et vous l'aurez remarqué pour le titre de cet événement de ce soir. J'en profite maintenant pour donner la parole à Fatih, si elle est revenue. Bonsoir Fatih, Oui, je suis ravi. là. Bonsoir, mais il est quelle heure chez Bonsoir. toi en fait? Parce que moi je te dis bonsoir Il comme est presque si... la même heure. Il est presque la même heure, vous êtes quasiment sur le Il même fuseau est horaire. Ouais. 21h26. 21h26. Super. Eh bien, écoute, Fatih, je voulais te faire réagir. J'imagine que tu es déjà au courant que la France a décidé, enfin, les parlementaires français ont décidé d'inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Moi, je voulais savoir, depuis Nairobi, comment tu as accueilli cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle, évidemment. Tout ce qui va dans le sens de la liberté de disposer de son corps, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une disposition qui existe aussi dans la loi sud-africaine, pas directement dans la Constitution, mais dans, je pense, Abortion Act, qui est un élément de loi quand même assez fort, qui existe depuis 96. Mais bon, évidemment, il y a énormément de disparités en Afrique. On est présent dans une vingtaine de pays en Afrique. Et comme le disait Cécile tout à l'heure, on soutient les organisations de la société civile pour faire avancer leurs priorités stratégiques. Et aujourd'hui, quand on parle aux organisations féministes africaines, les préoccupations, elles sont, en tout cas celles qui sont exprimées, elles sont quand même très très loin. On est sur des préoccupations qui sont d'ordre d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'accès à l'eau, parce que la corvée de l'eau représente quand même une très très grande partie du travail domestique non rémunéré. Et aujourd'hui, même en termes de capacité pour les femmes à se mobiliser, d'exercer leur droit de s'associer, il y a un problème de temps. Il y a un vrai problème de temps disponible du fait de cette masse de travail non rémunéré auquel elles font face. Merci beaucoup Fatih. Écoute, tu as devancé toutes les questions que j'avais prévu de te poser, ou presque. Mais justement, je voulais quand même revenir sur ce que tu as dit. Tu parlais de l'action d'Oxfam en Afrique, puisque tu es à la tête d'Oxfam Africa, je le rappelle. Tu disais que vous interveniez dans une vingtaine de pays. Tu as parlé des priorités, des préoccupations des femmes, et les préoccupations principales des mouvements féministes dans les pays dans lesquels vous intervenez. Est-ce que tu as, est-ce que tu as identifié des convergences sur ces questions-là dans les différents pays où vous intervenez, même s'il y a une énorme disparité, une très grande diversité, comme tu le disais tout à l'heure? En quelque sorte, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les priorités absolues aujourd'hui que vous avez identifiées sur les pays dans lesquels vous intervenez? Les priorités absolues, c'est la budgétisation consciente du genre. On fait face aujourd'hui en Afrique à une vingtaine de pays endettés, très endettés ou sur le point d'être endettés. Et ce qu'on remarque, c'est que ces pays qui font face donc du coup à des grands encouragements par les institutions financières internationales à l'austérité, la manière qu'ils ont de mettre en place ces mesures d'austérité, c'est de couper dans les budgets, comme je le dis, de la santé, de l'éducation, et ça affecte principalement, en tout cas disproportionnellement, les femmes. Donc pour nous, il s'agit aussi d'aider organisations féminines, les élus féminines à mettre en œuvre des stratégies qui permettent de pousser, de mettre en avant des approches de budgétisation qui soient sensibles au genre. Je parlais tout à l'heure de l'accès à l'eau. Il faut aussi voir toutes ces questions d'éducation où quand on voit que l'accès à l'éducation n'est pas facilité, ça a un effet aussi sur l'éducation, l'accès à l'éducation des petites filles, des jeunes filles. Quand on ajoute à cela la dimension de la crise économique qui touche tout le monde,
quand on ajoute la question de l'augmentation du prix des denrées alimentaires, tout ça a pour conséquence de pousser de plus en plus de familles à donner malheureusement leurs jeunes filles en mariage au lieu de les envoyer à l'école. Et on se retrouve du coup face à un cercle vicieux où on a des petites filles qui naissent dans la pauvreté, victimes de grandes inégalités, et qui se retrouvent dans des cycles qui les maintiennent et qui maintiennent leur progéniture dans cette pauvreté. Tu interviens, enfin Oxfam et à travers toi, bien entendu, et tes équipes interviennent donc dans différents pays en Afrique, je le rappelle. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une vision de ce qu'est le mouvement féministe aujourd'hui en Afrique? Parce que c'est vrai que nous, de là où on parle aujourd'hui à Paris, on a assez peu de visibilité. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner des éléments? Est-ce que aussi les féministes des différents pays africains se parlent, comme par exemple les féministes en France parlent aux féministes italiennes, parlent aux féministes européennes? Est-ce qu'on voit émerger peut-être un mouvement féministe transnational au niveau africain ou dans certaines régions d'Afrique? Alors je dirais que le mouvement féministe est peut-être plus récent, en tout cas le mouvement qui se définit et qui s'identifie comme étant féministe est plus récent. Ma génération, qui est aussi celle de Cécile, les femmes ont plus tendance à se réunir sous la bannière de organisation des droits des femmes, organisation pour un terme que je déteste, l'autonomisation des femmes, ou l'accès à l'indépendance financière. Mais les mouvements féministes qui regroupent des personnes plus jeunes, des femmes, notamment des femmes plus jeunes, ont de plus en plus le courage, parce qu'il faut vraiment un courage de s'identifier comme étant féministe. Et c'est dans un contexte où il y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé à militer, pour me faire taire, on me disait « mais tu es féministe ». Et c'était l'insulte suprême. Et ça m'était fait en débat, parce que c'était un qualificatif qui me décrédibilisait complètement. Donc là, heureusement, on a un peu évolué, et notamment grâce à des mouvements féministes, de féministes beaucoup plus jeunes que moi, et qui effectivement se parlent, notamment dans les espaces sous-régionaux. Alors les féministes francophones d'Afrique de l'Ouest ont tendance à se connaître, en tout cas c'est ce que j'observe. En Afrique de l'Est, c'est pareil. Elles se connaissent peut-être un peu plus entre féministes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Je pense qu'il y a aussi la question de la barrière de la langue. Et puis nous, notre rôle, c'est aussi de permettre à ce qu'il y ait ce dialogue à travers les différents espaces, mais aussi au-delà des mouvements strictement féministes, on essaie d'apporter une dimension genrée à l'ensemble des activités qu'on mène. On peut parler de justice fiscale avec une dimension genre, on peut parler d'une justice dans l'industrie minière avec une dimension genre, et dans tous les sujets finalement. Et donc notre approche, c'est aussi d'apporter cette dimension genre dans l'ensemble de tout ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous parler de travaux que vous menez actuellement? Quels sont les travaux sur lesquels Oxfam Africa sont en train de travailler, tes équipes et toi? Alors deux sujets, un qui est assez, on va dire consensuel, c'est le travail non rémunéré. Je pense que c'est vraiment le combat à mener, parce que, bon, vous savez bien, hein, le travail rémunéré, c'est un sujet un peu partout, mais dans des contextes de pays en grande fragilité, où l'État n'arrive pas à assurer les besoins, les services sociaux de base, le travail rémunéré prend une autre dimension, parce que, voilà, pas de crèche, très peu de services sociaux, pas de tiers-lieux pour prendre le relais, etc. Et encore une fois, c'est à la source de nombreux combats, parce que tant que les femmes n'ont pas le temps disponible pour s'asseoir, réfléchir, s'organiser, il y a beaucoup de combats qui ne seront pas menés. Donc notre idée, c'est vraiment de populariser l'idée du travail non rémunéré, qui il y a 10 ans déjà prêtait vraiment à sourire. Quand on parlait de travail non rémunéré, c'était mais qu'est-ce que vous attendez à ce qu'on paye les femmes au foyer? Et puis oui, effectivement, ce serait une idée de rémunérer
rémunérer les femmes au foyer. Ça faisait beaucoup rire. Mais maintenant, on a de plus en plus au sein des décideurs, au sein de ceux qui poussent les politiques publiques, déjà le langage qui est repris. Donc déjà le fait d'avoir dans des discussions de politique nationale officielle le concept de travail non rémunéré qui est avancé, c'est déjà une victoire. Et un autre sujet sur lequel on aussi, c'est la masculinité positive. Et ça, c'est un sujet sur lequel on se retrouve un peu avec des gens avec lesquels on n'est parfois pas toujours d'accord. Mais on a par exemple le président de la Commission de l'Union africaine qui a réussi à rallier quelques présidents, je pense au président du Sénégal, le président de la RDC, autour de la question de la masculinité positive. Et ça nous permet aussi derrière de prendre le wagon et de pousser certains concepts en disant écoutez, on a aussi des personnes qui sont très puissantes, qui sont dans des positions dominantes. C'est un peu aussi utiliser les dynamiques sociales pour les renverser un petit peu et de dire on a ces gens qui sont tout en haut de la chaîne sociale alimentaire qui poussent la question de la masculinité positive. Donc c'est un sujet sur lequel on peut aussi avoir des plus jeunes qui s'y intéressent. Et il faut aussi remettre tout ça dans le contexte général et global de mouvements masculinistes. Donc, c'est bien aussi d'avoir des contrepoids à ces discours-là et de pouvoir avoir comme ça des craquelures pour s'engouffrer avec des concepts tels que la masculinité positive. Oui, je voudrais juste dire merci à Fatih sur ce point parce que vraiment, on a toujours des leçons à recevoir les uns des autres, mais la masculinité positive et les actions qui sont menées autour de ça. Alors, dans notre vocabulaire à nous, si on a entendu le débat et notamment ce qui a fait dresser les cheveux sur la tête d'un certain nombre d'hommes fragiles, c'était le débat autour de la déconstruction de la masculinité. Donc, en Afrique, je trouve que le terme est très bien utilisé. La masculinité positive, c'est des hommes qui mettent en avant le fait que se comporter et jouer des rôles traditionnellement vus comme féminins, revendiquer des valeurs vues entre guillemets avec 1000 guillemets comme traditionnellement féminines, c'est quelque chose de positif. Pour dire les choses, ce serait d'imaginer nos dirigeants être dans le contraire de ce qui surjoue, c'est-à-dire le virilisme, mais accepter de montrer qu'ils font la cuisine, qu'ils s'occupent de leurs enfants, qu'ils sont à la maison pendant que leurs femmes travaillent, que tout ça. Et ça, on est très très loin qu'il y ait des mouvements de masculinité positive en Europe. Enfin, moi, j'en connais pas. Des hommes qui revendiquent, et notamment des hommes qui ont des places assez visibles dans la société, qui revendiquent le contraire de ce que mettent en scène une partie de nos hommes politiques français. Aujourd'hui, on est dans la survalorisation de la virilité toxique chez nos dirigeants. Et donc vraiment, ça m'a fait très plaisir de voir les actions qui sont menées autour de ces sujets-là. Et on est très très loin de ça ici. Et ça, je pense que ça leur ferait du bien de voir certaines... Voilà, de s'en inspirer, exactement. Super, merci beaucoup. Fatih, tu restes avec nous si ça ne te dérange pas. Je voulais prendre des questions du chat et des personnes qui nous regardent. Première question, tu parlais de budget tout à l'heure. Il y a Salomé qui te demande combien faudrait-il dépenser pour atteindre l'égalité femmes-hommes en France. Question pour vous, mesdames. Et même question pour l'Afrique, question pour toi, Fatih. Fatih, veux-tu répondre à ton avis, à combien tu chiffres ou combien Oxfam chiffre? Alors j'imagine que c'est vraiment un peu, au doigt levé que l'on peut avoir des chiffres là-dessus, mais combien faudrait-il très concrètement, en milliards d'euros, j'imagine, d'argent pour arriver à un semblant d'égalité femmes-hommes? Je pense que c'est pas forcément une question de montant, ce serait plus une question de qualité de la budgétisation. Et d'avoir conscience dans les processus de budgétisation de là où on met l'argent et comment est-ce que on utilise cet outil qui est finalement la planification budgétaire pour adresser certains sujets à la racine, pour adresser certaines dynamiques qui maintiennent les inégalités à la racine. Donc c'est plus une question d'avoir conscience au plus haut niveau du processus de budgétisation nationale et même au niveau local, et d'introduire certains de ces concepts dans tous les aspects. Donc c'est vrai qu'on a tendance à regarder très spécifiquement ce qui va aux femmes, mais on se rend compte qu'en fait, même dans la manière dont on construit
construit les voitures aujourd'hui, on n'a pas forcément les mannequins féminins en tête. Et du coup, la conséquence, c'est que les femmes victimes d'accidents sont moins protégées que les hommes. Ça va vraiment toucher tous les aspects de la vie et ça demande à ce que toutes les personnes impliquées aient conscience de ces questions-là et soient résolument engagées pour apporter des solutions. Merci beaucoup, Fatih. En France, j'imagine que la réponse est un peu similaire, c'est-à-dire arriver à avoir la capacité de mesurer les impacts différenciés, et donc l'approche genrée précisément. On a quand même un chiffre qui est celui de la lutte contre les VSS, contre les violences sexistes et sexuelles, pardon. Et ça, au moins, on arrivait à le chiffrer, n'est-ce pas, Anne-Cécile ? Oui, ça fait partie des travaux de la Fondation des femmes. On a sorti là en septembre une version à jour de ce chiffre-là. Et donc, on est entre 2,6 et 3,5 milliards d'euros. Donc, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais c'est moins de 1% du budget de l'État. Donc, on est encore loin d'être vraiment sur une dépense faramineuse. Quel est le budget alloué aujourd'hui à peu près pour avoir 184 millions. Donc, on est sur 0,04% du budget de l'État et nous, on aimerait 0,5%, s'il vous plaît. Voilà, ça serait bien. C'est jouable. Oui, s'ils a priori. Ils peuvent. Oui, ça, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un effort certain. Et là où je rejoins ce que vient de dire Fatih, c'est qu'effectivement, il faut regarder un peu dans les détails la manière dont ça se joue. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut éviter de dépenser plus pour les garçons que pour les filles parce que du coup on entérine des inégalités. Par exemple sur le sport, il y a ces chiffres là qui sont assez qui expliquent un peu clairement qu'est-ce que c'est un budget genré. Si on regarde en fait, si quand la mairie elle va construire dans son budget sport, si elle construit que des stades de foot, et ben ça coûte très cher et globalement c'est plutôt des garçons. Ça veut pas dire que les filles ne peuvent pas, mais le fait est qu'aujourd'hui c'est plutôt les garçons qui utilisent ces installations sportives là versus les sports dits qui sont plus pratiqués par les filles sont sous-investis par la puissance publique, par les collectivités. Et un autre exemple aussi de quelque chose qu'on pourrait faire qui ne coûterait rien, c'est par exemple, on l'a vu au niveau de la relance suite au Covid, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour aider les entreprises à repartir et en fait on n'a pas du tout conditionné cet argent, mais on aurait pu le faire. Ça s'appelle l'éga-conditionnalité, donc c'est autre chose que le budget genré, mais ça aurait pu être hyper efficace, c'est-à-dire en fait dire aux entreprises, vous aurez cet argent pour la relance à condition que vous respectiez la loi. Juste respecter la loi. Et ça aurait permis à la France de faire un grand bond en avant en termes d'inégalité femmes-hommes en entreprise. Et ça n'a pas été fait. Alors que ça, à nouveau, ça ne coûte rien. Et en plus, ça rapporte, parce que l'égalité femmes-hommes, ça rapporte. Mais bon, moi, j'aime pas trop cet argument, mais il faut le dire quand même. C'est complètement irrationnel de ne pas œuvrer plus pour l'égalité. Alors moi, je veux le dire parce qu'en fait, ça enlève le côté ça coûte. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de dire, ta question, c'était combien ça coûte l'égalité. En fait, l'égalité, ça rapporte parce que si les femmes sont payées au même salaire que les hommes, ça rapporte plus de cotisations sociales et du coup, ça rapporte au budget de la solidarité. Et c'était notamment un argument pendant la réforme des retraites. Exactement. Et par ailleurs, donc, je veux redire la même chose. Il y a 3 aspects. Il y a l'argent qu'il faut dépenser pour certains chantiers qui sont essentiels, qui sont de la dépense publique normale. C'est ce que vient de dire Anne-Cécile. Il y a le fait de bien vérifier quand on dépense de l'argent qu'on dépense autant pour les hommes que pour les femmes. C'est ça le budget genré. Et ça vaut par exemple pour l'agriculture, mais ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour le sport, ça vaut pour toutes les politiques publiques. Et enfin, il y a des mesures qui sont des mesures de réparation. Parce que si on fait, là, à partir de maintenant, on fait tout à égalité, on ne va pas rattraper le retard. Donc, il y a aussi un certain nombre de politiques où il faut rattraper des retards d'investissement qui n'ont pas été faits dans certains domaines. Merci beaucoup. On a une autre question d'une personne qui nous suit ce soir, qui nous demande comment pouvons-nous, toutes et tous, faire en sorte qu'il y ait un lien plus direct, plus immédiat entre la société civile, ses institutions. Ça, c'est quelque chose dont on parlait du plaidoyer. Alors, et je voulais savoir d'ailleurs, j'en profite, Fatih, tu parlais tout à l'heure des relations que vous pouviez avoir, notamment en matière d'action que vous faites pour la question de la masculinité positive. Quelles sont vos relations avec les pouvoirs publics dans vos actions ? Quel est l'impact et la nature de votre plaidoyer ?
On se pose comme étant un ami critique vis-à-vis des responsables politiques, donc parfois plus critique et parfois plus ami. Il faut dire aussi qu'au-delà du plaidoyer, on fait aussi pas mal de travail dans l'humanitaire. Donc c'est bien aussi quand on a des discussions comme ça de haut niveau, de dire, écoutez, cette année, on a quand même soutenu 200 000 personnes déplacés internes, par exemple. Je pense que ça pose un petit peu le débat et ça permet d'avoir une écoute un peu plus bienveillante dans les sujets qui peuvent être peut-être un peu polémiques. On a partout une autorisation d'exercer qui est conditionnée par la soumission de notre stratégie pays. Et puis on rapporte, on fait des rapports réguliers tous les ans, tous les 6 mois, ça dépend des pays, sur ce qu'on a effectué. Après, on touche aussi à la question de l'espace civique. Ça c'est ce qui est officiel. Mais après, quand on apporte la dimension de la restriction de l'espace civique, ça complexifie un peu les choses parce que on a aussi parfois un peu plus d'attention qui est portée à nos activités, mais on reste toujours on est hôte des pouvoirs publics, donc on doit aussi se conformer aux lois, on doit se conformer aux usages, et surtout on vient en soutien de la société civile nationale, on vient en soutien des organisations nationales, donc on n'est pas là pour aller plus vite que la musique ou pour apporter des sujets qui ne sont pas d'intérêt, on va dire d'intérêt général à l'instant T. J'aimais bien l'expression ami critique. Ami critique, est-ce que vous le qualifieriez comme ça aussi la qualifieriez comme ça, votre relation au pouvoir public en France? Alors, il y a certains avec qui on n'est pas très amis. Il faut dire les choses, parce que Oxfam, c'est une organisation politique avec un grand P, c'est-à-dire qu'on défend des valeurs, notamment la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté. Il y a des familles politiques pour lesquelles ça n'est pas à l'agenda, donc là, c'est pas du tout nos amis. Mais c'est vrai que cette posture-là, qui est une posture, c'est une traduction, c'est vrai qu'on l'utilise pas en français, Fatih, et souvent je traduis en expliquant le concept anglo-saxon, mais tu as raison, il faut qu'on le revendique en français. Et c'est tout à fait ça, c'est de dire on peut être allié sur l'horizon et critique sur la manière de faire, mais en tout cas... dans notre relation au pouvoir public, à Oxfam, on s'oblige à être très honnête vis-à-vis de ce que nous on défend. C'est-à-dire à pouvoir saluer des avancées quand elles existent. Et par exemple, il y a eu une vraie avancée dans la politique française, dans la politique publique d'aide au développement, qui était très 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 en retard sur la dimension genre, et qui est devenue une des meilleures en Europe sur le soutien aux organisations féministes du Sud. Vraiment, on a fait un bond considérable et on l'a dit, et je le dis ici de manière très transparente. Donc oui, on a cette posture d'amis critique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là non plus pour soutenir, on est là pour dire par rapport à nos valeurs, par rapport à nos objectifs, là c'est bien et là ça va pas. Donc on peut effectivement dire de manière très franche qu'on est en désaccord total, mais on peut aussi saluer des choses très positives. C'est ce qu'on a fait par exemple avec le vote hier sur l'IVG dans la Constitution, c'est ce qu'on a pu faire sur l'aide publique au développement et qu'on peut dire de manière inverse, le recul qui est devant nous, on le regrette énormément. Donc oui, merci Fatih, je vais utiliser l'expression en français parce que c'est critical friends, c'est vraiment l'expression traditionnelle de position de nos collègues anglo-saxons. C'est vrai que la tradition française, c'est plutôt l'indépendance absolument totale, donc il ne faut jamais se mêler de politique, il faut rester à distance, ou le côté très critique, donc jamais, jamais, jamais content. Oxfam, on est les deux. On peut être très critique, on peut aussi dire quand on est très content. Et ça nous rend ni dépendant de qui que ce soit, ni on est une organisation qui n'est pas partisane avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a des valeurs, mais on est lié à aucun parti. Dans laquelle tu te reconnais, tu reconnais l'action de la Fondation des femmes, amis critiques vis-à-vis du gouvernement actuel, par exemple. Moi, c'est vrai que le terme ami me paraît pas. En fait, sûrement qu'en anglais c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est vrai que le terme ami en français il est assez fort. Et du coup, copain, copine, pote. Ouais. Connaissance. En fait, moi, je dirais que à la Fondation des femmes, en tout cas, on essaye. On essaye d'être maligne, quoi. Donc, en fait, parfois, on a besoin des politiques et parfois, on a besoin de les critiquer et parfois, on a besoin de saluer ce qu'ils font. Nous, notre objectif, c'est d'abord et avant tout de faire progresser
les droits des femmes, de faire reculer les inégalités. Et donc, c'est sûr que c'est pas possible de faire ça si on passe la journée à insulter ceux qui potentiellement ont la main sur le stylo, qui signent le document. Donc, c'est plutôt la stratégie qu'on a à la Fondation des femmes. On essaye... Comme tu le disais très bien, Cécile, nous, on a des valeurs qui sont très fortes, on est porté par ça. Et du coup, voilà, il y a des stratégies à mettre en place pour réussir à faire en sorte que, par exemple, c'est pas simple d'avoir un congrès avec plus de 900 parlementaires qui quasiment tous à l'unisson votent pour l'introduction de l'IVG dans la Constitution. Bah, pour ça, c'est sûr qu'il faut avoir, faut les connaître, il faut avoir des relations, il faut pousser des choses, et puis il faut aussi parfois accepter des compromis. En tout cas, nous, c'est notre vision des choses. Hein. La manière, par exemple, dont l'IVG est rentrée dans la Constitution, on l'aurait pas mis à cet article-là, on l'aurait pas écrit comme ça. Mais en fait, quelque part aussi, parfois, il faut savoir quelle est la situation qui est face à nous et comment, en fait, c'est pas parfait, ce sera jamais parfait. Du coup, comment on joue avec ce qu'on a pour réussir à avoir le mieux possible. Oui, je pense que c'est bien résumé, effectivement. Et puis, de toute façon, on sait que la Fondation des femmes et toi, en tant que représentante, vous n'hésitez pas à faire valoir vos critiques quand il le faut. Et c'est vrai que c'est quand même assez salutaire pour le mouvement. Je pense que c'est important, parce qu'il y a eu aussi une crainte pendant très longtemps du mouvement féministe qui dépendait, d'un positionnement, les assos qui ont un positionnement institutionnel qui dépendait et qui dépendent des fonds de l'État et qui avaient toujours peur de critiquer l'État, de peur de se voir couper des fonds et des subventions. Donc, c'est vrai que c'est très important de pouvoir à la fois garder une certaine liberté. Nous, financièrement, on est en totale indépendance puisque on n'est vraiment pas financé par l'État. Mais c'est sûr que ça fait partie des choses où... Mais d'ailleurs, je pense que c'est aussi parce que les associations féministes sont aussi parfois beaucoup des associations en fait, beaucoup des associations de femmes et du coup, avec des rôles aussi et il faut... le rapport au pouvoir, ça s'apprend. Et je pense que pour les femmes, on ne nous l'apprend pas vraiment depuis petite. Et le rapport de force, on ne nous l'apprend pas trop depuis petite. Enfin, ça dépend pour certaines peut-être, mais souvent, c'est plutôt des choses qui sont transmises aux garçons et qui sont autorisées aux garçons. Aux garçons, on leur autorise beaucoup plus. Mais c'est pas juste un truc d'éducation, c'est aussi... en fait, les femmes, si on déborde, on le paye beaucoup plus cher. Et c'est aussi ça qu'on a appris au cours de nos vies. Et je pense que ça peut se sentir peut-être aussi parfois dans la manière dont certaines associations peuvent avoir peur d'aller trop loin, de trop demander. Moi, je sais que certaines associations féministes, nous, on distribue de l'argent. Mais elles ont peur de trop nous demander. C'est fou quand même. Et ça, c'est un truc qui est, je pense, parce que c'est des associations qui sont beaucoup des associations de femmes et on retrouve ça. Et les quelques associations qui œuvrent sur les sujets femmes, où il y a des hommes dans ces associations qui les dirigent, ils n'ont pas peur du tout, hein. Mais ils vont me harceler sur mon portable, et t'as reçu mon dossier, est-ce que t'as lu ton truc? Les femmes, elles osent pas, elles vont pas faire ça, elles vont penser vraiment bonne élève. Et ça, c'est des choses qu'on a appris au cours de nos vies. Et c'est pas, on a appris ça, mais c'est aussi parce qu'en fait, on a appris d'expériences difficiles. Et donc, notre rapport aux politiques, il est aussi comme ça. On sait que nous, les femmes, si politiquement, on le paye, même, quand on est aussi en poste à responsabilité, les femmes, elles payent beaucoup plus durement quand elles ont fait une erreur ou quand elles ouvrent trop leur bouche. C'est pas la même chose pour les hommes. Oui, ça c'est sûr. Dernière question, du coup, d'une des personnes qui nous regardent ce soir, une question de Baptiste qui dit comment on fait pour empêcher le potentiel backlash qu'on pourrait avoir après l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Précisons que très souvent, on a pour coutume de dire que lorsque on arrive à avancer dans les droits des femmes et les droits des minorités de genre, on a souvent un retour de bâton par la suite. Comment on fait pour éviter au maximum ce retour de bâton? En 1 minute, s'il vous plaît. Cécile, qu'en penses-tu? Allez. Faut juste pas s'arrêter, faut continuer d'avancer. Je dis la même chose. Ne pas baisser la garde, en somme. Non, c'est pas baisser la garde. Là, on a la good vibe, là. On est à fond, là. On vient de gagner. Faut garder la win. Et faut continuer à pousser fort. Voilà. Et notamment sur ce sujet-là, on sait que ce qu'il faut, c'est des moyens. Des moyens pour les centres qui pratiquent l'IVG, des moyens pour les professionnels, de la formation. Et donc, il faut maintenant que ce droit soit effectif. Et pour qu'il soit effectif, il faut les moyens qui vont avec. Dernière question quand même, parce qu'on est aussi là pour prendre les questions des personnes qui nous regardent. Et il nous reste encore une petite minute. Est-ce que Fatih est toujours avec nous ?
Une Oui, question, je suis là. une question pour Je suis vous de retour. trois. Super, c'est un plaisir que tu sois revenu parmi nous. Question pour vous trois, une question de Clément. Si vous deviez choisir une mesure pour lutter contre les inégalités, laquelle serait-elle? Fatih. Et une inégalité de genre, en l'occurrence. Pour lutter contre les inégalités de genre, je Une mesure. dirais le revenu minimum garanti pour tout le monde. Super, Voilà. merci, c'était très rapide et très clair, je suis assez d'accord. Cécile, quelle serait ta mesure phare? Comme Fatih a déjà dit, que l'ensemble des politiques publiques soient évaluées en amont, avant même d'être décidées, au regard de l'impact qu'elles ont sur les hommes et sur les femmes. Alors, vu que je suis d'accord avec les deux, du coup, je vais pas redire la même chose. Je vais dire un autre truc. Le partage du pouvoir. C'est absolument fondamental. Et là, on l'a vu avec l'IVG. Je pense que ça ne serait jamais passé s'il n'y avait pas eu toutes ces femmes parlementaires qui se sont bougées. Et c'est féministe. Et voilà, donc le partage du pouvoir, donc qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, et qu'il y ait beaucoup de femmes et d'hommes aussi féministes en poste à responsabilité, parce qu'in fine, c'est quand même là que ça se décide. Et si le pouvoir reste masculin comme il l'est aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile pour faire reculer les inégalités. Merci beaucoup. Bah voilà un beau Merci. programme. On vote, on est d'accord. On vote pour ce programme. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont suivi ce live en direct depuis Paris et Nairobi. Merci beaucoup Fatih. À bientôt, je l'espère. Nous, on se retrouve dans 4 minutes pour une nouvelle table ronde, des échanges qui vont porter sur femmes et climat. À tout à l'heure.